Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 46e numéro de Jamais trop pas assez, le podcast de la France Potemkin. Je suis Sam Musset et je suis accompagné de Louis-Marie. Ça va-t-il, Louis-Marie ? Bah oui, comme je te disais tout à l'heure, j'ai enfin du vrai café puisque c'est moi qui l'ai fait. Cette semaine dans Jamais trop pas assez, 3 sujets. Sujet numéro 1, nous reviendrons sur le drama qui agite le petit monde de l'édition littéraire parisienne, c'est-à-dire 300 personnes, le licenciement d'Olivier Nora des éditions Grasset. En deuxième partie, l'économie française plonge et Louis-Marie, lui, plongera dans les chiffres qui ne font pas l'actualité. En troisième partie, nous retrouverons Célina aka la Baronne qui s'interrogera sur l'inquiétante normalisation de la violence en France Potemkin. Bien sûr, il y aura le top des bonnes nouvelles certifiées Macron Score A. Mais avant tout cela, il est temps de retrouver celui qui rédige ses pamphlets avec des tongs, car c'est bien plus pratique pour écrire avec les pieds. Je veux bien sûr parler de Louis-Marie et son édito de la semaine. De quoi va parler ton édito, Louis-Marie ? La dernière ligne de production de voitures en Ile-de-France, l'usine Stellantis de Poissy, ferme et un monde disparaît. C'est en 1938 que commence le destin prolétaire de cette ville, du bord de Seine, et il y a peu jusqu'à 27 000 ouvriers qui travaillaient là-bas. C'était le temps du PC triomphant quand le parti s'occupait de l'éducation des travailleurs et de leur conscience de classe. Tout un symbole. La France, en ces temps, produisait ce dont elle avait besoin avant d'envoyer tout ça en Chine pour ensuite leur acheter des voitures électriques moins chères. L'usine est le théâtre en 1982 et 1983 de grandes grèves d'audience nationale suivies de licenciements massifs qui déclenchent à nouveau une grande grève. Bref, c'était la fête. Des 2000 ouvriers qui restent, le constructeur compte en garder la moitié pour fabriquer des pièces détachées. Une partie de l'endroit a été reconvertie en campus universitaire et il y a un musée, triste métaphore de ce que devient le pays quand on se souvient des affaires récentes qui ont eu lieu dans le plus grand d'entre eux, le Louvre. C'est jamais trop pas assez. Alors Louis-Marie, as-tu suivi le feuilleton de la semaine, le drame qui agite la capitale du boulevard Saint-Germain à la rue Vavin ? Non, je ne parle pas du conflit iranien, détail, ni des derniers chiffres de l'INSEE qui confirment le basculement de millions de Français dans la précarité énergétique. Non, Louis-Marie, je te parle d'un vrai drame, celui qui a mobilisé France Inter, France Télévisions, Libération et même Quotidien de Yann Barthès. Je veux bien sûr parler du licenciement d'Olivier Nora, 66 ans, directeur de la célèbre maison d'édition parisienne Grasset. Un drame, te dis-je. Nous voulons que la loi nous permette de faire évoluer nos contrats en fonction de cette situation neuve. Nous voulons sauver tous nos livres et que n'importe quel autrice-auteur puisse dire « je reprends tout ». Mon texte n'aura pas la même couverture que celui de l'éditeur de Bardella. Ce qu'on fera après, on verra. Tout cela a commencé par l'attitude du dit Olivier Nora concernant la publication du prochain livre de Boualem-Sansal, un écrivain classé à droite, qui je rappelle avait été emprisonné en Algérie pendant près d'1 an. Écrivain classé à droite. Tu sens le drame venir. Olivier Nora voulait repousser la sortie du prochain livre de Boualem-Sansal en octobre et ne voulait surtout pas que la promotion de l'ouvrage soit faite sur les chaînes du groupe Bolloré. Alors à ce stade, il convient de rappeler un peu la répartition de l'actionnariat chez Grasset. Grasset est détenu à 100% par le Hachette Livre. Groupe Hachette Livre qui est lui-même une filiale à 100% de Lagardère SA. Lagardère SA qui est contrôlé lui-même à 60% par Vivendi et le groupe Bolloré détient 30% du capital de Vivendi, ce qui en fait le premier actionnaire. Hachette est un des groupes d'édition. Il y a 4 groupes d'édition français qui se répartissent quasiment. Oui, enfin presque toutes les maisons d'édition, les grandes en tout cas. Il y a Hachette, Editis et Madrigal. Il y en a un quatrième dont le nom m'échappe. Et puis après, il y a les petits éditeurs indépendants qui doivent regarder passer les problèmes comme les vaches qui regardent passer les trains. Exactement. Alors on précisera également que le dit Olivier Nora est rémunéré 1 million d'euros par an et qu'il a été augmenté de 20% l'an passé alors que les résultats de Grasset sont en nette baisse sur la même période, presque divisé de moitié. Sauf que voilà, Nora est une figure du milieu littéraire parisien, une figure incontournable. Et que donc s'est enclenché une sorte de mécanique médiatique vraiment de toute beauté, instantanée et pluricanale. Donc plus de 110 auteurs, dont Léla Slimani, Virginie Despentes ou Emmanuel Carrère, ont aussitôt annoncé qu'ils quittaient Grasset par solidarité. Et nos Zola de l'île de Ré ont publié des tribunes dans la tribune justement, ou encore dans Le Monde, où ils parlent de bollorisation de la culture, d'autoritarisme et de liberté menacée. Alors, je cite Virginie Despentes et Caroline Fourest, ouvrez les guillemets, « Nous refusons d'être les otages d'une guerre idéologique visant à imposer l'autoritarisme partout dans la culture et les médias. Une guerre. » Nous sommes en guerre. Oui, ça me rappelle quelqu'un. Ouais. C'est beau, c'est fort, c'est l'esprit Saint-Germain-des-Prés Potemkin.
D'ailleurs, on apprend au passage que parmi les auteurs édités jusqu'ici par Grasset, donc Bolloré, il y avait une certaine Sophie Binet, patronne de la CGT. Ça ne s'invente pas. J'ai découvert dans la liste des qui refuse donc la guerre. Qui refuse plus longtemps d'être édité par Bolloré, ce qu'elle était depuis des années. Voilà, bon, c'est au détail. Oui, parce que si on précise les arrangements contractuels qu'il y a entre un éditeur et un auteur, hein, le gars, soit il a signé un contrat dans lequel il s'est engagé à lui fournir un livre, sur auquel cas il lui fournit, soit il a plus de contrat, et donc il peut bien faire ce qu'il veut, il s'en va pas, il est pas là, hein, puisque c'est du contractuel. Livre par livre. Devant un tel battage médiatique pour la cause sociale, même notre glorieux leader, gloire à toi, a dit qu'il fallait réfléchir sur la proposition de nos belles âmes, une clause de conscience pour les auteurs sur le modèle de celle des journalistes, car ce ne sont pas des humains comme les autres, les auteurs et les journalistes. Sauf que les journalistes, eux, ils sont salariés, et alors que les auteurs ne le sont pas. Ils ne sont pas salariés de l'éditeur. Tout à fait. Enfin, certains, il y a des auteurs salariés, ça existe. Oui, mais c'est très rare. Et c'est un contrat qui est régi par le code de la propriété intellectuelle. Donc, hein, c'est une cession de droit, un contrat éditorial. Donc, c'est ce qu'ils ne comprennent pas. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Ils ont cédé leurs droits et maintenant ils disent ah non, mais attends, mais rendez-les-le moi. Méchant Bolloré. Méchant Bolloré. Et quand je crois que c'est Bolloré qui fêtait, je ne sais plus, il y avait un événement, il y avait Knafo, Zemmour, un truc ou Bardella, tout ça. Là, ils l'ont pas trop ramené. Ils n'ont pas dit qu'ils voulaient se barrer. D'ailleurs, je te le demande, Louis-Marie, où étaient ces mêmes plumes indignées, ces mêmes voix qui parlent de conscience, de liberté, de ne pas servir des causes qu'on n'a pas choisies? Où étaient-elles quand des infirmières perdaient leur emploi et leur salaire parce qu'elles refusaient une injection? Où étaient-ils ces pourfendeurs de l'injustice lorsque des Français étaient classés citoyens de seconde zone parce que ne disposant pas du bon QR code? Je crois que tu as cité Leïla Slimani qui nous gratifiait de magnifiques tranches de vie dans sa maison de campagne dans laquelle elle s'était réfugiée dès le début. Et de sa plus belle plume, elle nous disait « Ah, enfin, je dors !» mais grâce à son départ de chez Grasset, nous n'aurons pas le volume 2 de son journal de confinement, et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Bolloré, lui, a répondu dans le JDD dimanche dernier, donc il s'étonne, je cite, que le départ d'un homme qui dirigeait 38 salariés provoque un séisme médiatique alors que la situation financière de millions de Français est réellement préoccupante. Il parle d'une, ouvrez les guillemets, petite caste qui se croit au-dessus de tout, qui se coopte, qui se soutient, et qui, grâce à sa capacité de fracas médiatique, fait peur à beaucoup. Alors là, pour une fois, difficile de donner tort à Bolloré. J'aurais pu écrire ce texte. Hein. Fasciste, turbo-fasciste. Voilà donc le drame existentiel que tu as manqué cette semaine, Louis-Marie. Trop occupé que tu étais par tes vulgaires occupations de salarié de la classe moyenne, en décoder un pauvre ou en passe de le devenir. Petites histoires d'égo et de nombril germano-pratin dont tout le monde se contrefout. Pendant ce temps, tu l'as rappelé, 700 emplois sont supprimés à l'usine historique de Stellantis de Poissy. Le litre d'essence approche des 3 € et un Français sur 3 vit à 1 mois de la précarité. Et nous parlions de l'économie kill line aux États-Unis. On peut parler de l'économie kill line en France. Hein. Te dis 1 mois de la précarité, c'est ça, c'est l'économie kill line. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc, je voulais signaler, j'ai un peu regardé la liste des signataires, et notamment premier de l'alphabet, c'est Eliette Abekassi, qui a signé un essai contre la GPA. Donc, c'est une personne qui reproche à Bolloré vraisemblablement d'être un catholique conservateur et d'être contre la GPA, qui signe un essai contre la GPA. Voilà, c'est juste... J'ai pas lu tout le texte de Bolloré, mais enfin, il rappelle qu'il est catholique, mais que toutes les confessions, les opinions peuvent s'exprimer chez Grasset. Bon, après ça, je pense qu'il va un peu loin, parce qu'il dit on publie tout le monde. Non, Grasset ne publie pas tout le monde. Mais bon, voilà, c'est ce qui est... Ici, il ne s'agissait pas de faire le procès de Bolloré ou de l'exempter ou quoi que ce soit, c'est de stigmatiser en fait cette classe parisiano-parisienne qui est même pas parisienne, parce que ça va géographiquement, ça se passe sur 250 mètres cette histoire. C'est rive gauche, c'est même pas Paris. C'est même pas rive gauche. C'est même pas rive gauche. Oui, c'est ça. C'est du côté de la rue du Dragon. C'est Grasset, Fasquelle, ils sont par là. C'est boulevard entre boulevard Saint-Germain, rue Notre-Dame-des-Champs et pas loin des deux Magots, je crois. C'est voilà. On est à Saint-Germain-des-Prés. Et comme on dit, le bonheur est dans le Saint-Germain-des-Prés. Ce qu'on fera après, on verra. On verra étape par étape. On va d'abord essayer de changer nos contrats, tous les contrats, et on va le faire avec une foi intacte. La conviction qu'à force d'essayer, et d'essayer de plein de façons différentes, une brèche finira par se produire. Quelque chose à travers laquelle la lumière pourra passer. Et à force d'essayer, un jour ou l'autre,
on va le faire redescendre, ce cash. Très concrètement, c'est ça qui est drôle, c'est les textes publiés sont publiés et à mon avis, cette histoire de clause de conscience, en fait, ça veut dire qu'ils aimeraient bien récupérer les droits sur les textes qui sont publiés chez Bolloré et Metavic, ils les auront pas. C'est parce qu'on disait. Loi rétroactive en plus, tu vois. Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure on en avait parlé au téléphone hier. En fait, c'est comme tu dis, c'est un contrat d'édition. Moi, je sais, toi, on connaît comment ça marche. Hein. Soit tu signes pas. Tu peux t'auto-éditer ou te distribuer toi-même à tes risques et périls, mais tu gagnes plus d'argent sur les exemplaires que tu vends si tu contrôles la distribution et l'édition toi-même. Mais c'est vrai que les contrats d'éditeurs, généralement, c'est une cession de droit. C'est une cession de droit. Alors, tu as plein d'avantages, surtout si tu es dans une grande maison, parce que tu as plus de promotion, on le voit bien. Hein, promotion, et puis tu as la distribution qui est le nerf de la guerre. Hein. Ouais. C'est qu'en fait, il y a très peu de groupes de distribution. Et là, pour le coup, les éditeurs dépendent du distributeur. Et là, c'est le nerf de la guerre. Donc, c'est la partie cachée de l'iceberg de l'édition. Hein. Voilà. Mais le problème d'être édité dans une grande maison, alors sauf si tu es un auteur qui ont fait des pendants et que tu as des avances colossales, mais en fait, en gros, c'est que tu touches assez peu par exemplaire vendu. Quoi. C'est ça un peu le problème, c'est de faire partie, c'est que une grande maison n'a pas besoin d'avoir un retour sur investissement sur chaque exemplaire. Oui, donc, c'est comme dans le cinéma, finalement. C'est comme dans le cinéma. Donc, ils proposent 30 livres à la rentrée littéraire. Si 2 marchent, ça leur suffit. Donc, si tu fais partie des 28 qui foirent, le problème d'être un petit dans une grande maison, ça, c'est c'est que tu peux, d'abord, ton texte ne sera pas forcément énormément édité. Et tu peux aussi ne pas être tellement promu, puis 3 semaines après, c'est le pilon. Quoi. Alors qu'une maison indépendante, petite ou moyenne, a une obligation de retour sur investissement bien plus importante. Donc là, ils publient moins, ils publient mieux, comme disait Lénine. Ça aussi, ça recoupe le débat qu'on a eu sur le CNC, parce que le milieu de l'édition en France est très très largement aidé. Il y a toute une partie du milieu qui vit sous perfusion publique. Ils bénéficient d'une TVA réduite. Il y a beaucoup d'aides du CNL, du Centre national du livre. Il y a beaucoup de subventions aux librairies, de soutien des DRAC. Et il y a beaucoup de recours d'achats massifs par les bibliothèques publiques, hein, parce que souvent la destinée de plein de livres, c'est de finir en bibliothèque publique où ils sont achetés au prix fort. Hein. Oui, en plus, c'est pas le même tarif que. Et le prix unique. Bref, c'est donc un secteur qui est quand même très très subventionné. Et comme l'a rappelé Bolloré, et puis comme le rappellent les chiffres qu'on a énoncés, Nora a quand même réussi à planter sa boîte, qui est quand même une boîte renommée, hein, qui a plusieurs siècles, je crois au moins un bon siècle d'existence. Réussit à planter sa boîte dans plus d'argent. Dans cet environnement ultra sous perfusion publique, et il réussit à planter sa boîte et à s'augmenter de 23% et à toucher un salaire de 1 million par an. Il est passé de 800 000 à 1 million. 1 million, pour qu'on ait une petite idée, c'est ce que gagne une infirmière durant toute sa carrière. Oui, voilà. C'est durant sa vie. Et là, c'est ce qui touche en 1 an. En 1 an. Et donc, la question qui peut être une question très marxiste, quel est le rôle social de l'infirmière? Quel est le rôle social de ce monsieur? Voilà. Si un venait à disparaître, une des 2 personnes venait à disparaître, laquelle poserait le plus de dégâts à la société? Voilà, exactement. Écoute, voilà, c'était un peu ce qu'on pouvait dire sur ce petit drama Grasset. 1907 pour Grasset. 1907, d'accord, ok. C'est un peu plus de 100 ans. Ok, je te propose un petit interlude vidéo avant que nous passions à la rubrique économie. Bonjour Anne, c'est Brad. Peux-tu me prêter 150 000 € pour que je puisse faire le plein de mon temps que je t'expliquerai plus tard? Ah oui, j'oubliais, tu es très belle. Je t'aime. C'est jamais trop. Pas assez. Louis-Marie, c'est à toi, l'économie. Nous avons le cabinet de conseil Altares qui s'occupe de données économiques et qui nous en donne quelques-unes. Donc, publié le 13 avril par le groupe Altares, on voit que l'année 2025 a été une année, une annus horribilis, puisque plus de 70 000 défaillances d'entreprises ont été enregistrées. Ce qui, depuis la période Covid, est quasiment un record. Alors, on voit qu'en 2025, les bassins qui trinquent, c'est notamment Bourgogne-Franche-Comté, Pays de la Loire, la Corse.
C'est d'ailleurs, curieusement, tu vois, sur la carte, on voit par exemple que le nord de la France, il n'y a pas beaucoup de défaillances d'entreprises dans le nord de la France, et pour cause, il n'y a plus d'entreprises. Oui, c'est ce que j'allais dire, il n'y a plus rien. C'est ça. C'est qu'en fait, la Bourgogne-Franche-Comté, c'est-à-dire le corridor de la chimie autour de Lyon, bon, bah là, il est en train de disparaître. Ouais. Alors, et le début là, de l'année 2026, avant même la guerre en Iran, qui, elle, va entraîner un certain nombre de défaillances d'entreprises. Donc, avant même la guerre en Iran, Altares signalait que les tribunaux de commerce avaient enregistré 19 000 défaillances d'entreprises, c'est-à-dire une hausse de 6,4% par rapport au trimestre précédent, de l'année précédente. Ce qui fait à peu près 80 000 emplois qui sont menacés, 80 000 emplois, voilà. Bon. Alors qu'officiellement, le chômage baisse, et pour cause, puisque maintenant, n'importe quel auto-entrepreneur n'est plus chômeur, donc notamment les livreurs Uber à 3 € de l'heure, dont on parlait il y a 2 émissions, il me semble, ne sont pas des chômeurs. Donc, si je continue les chiffres, on a par exemple dans le secteur de la chimie, 4 procédures de plans sociaux sont en cours, notamment l'usine chimique de Domo Polytechnil, et puis Vancorex, l'usine Belle Étoile, donc c'est à chaque fois 400 salariés qui dégagent. Ouais, c'est secteur chimique. Dans le secteur du papier, 7 sites industriels ont été fermés entre 2024 et 2025, donc en un an. Alors, et on avait vu que je crois l'année dernière, il y a aussi la grande usine de recyclage de papier qui est en train de disparaître, celle qui était pas loin de chez nous. L'Union française des industries des cartons, papier et cellulose redoutant la disparition à terme de la filière. Alors c'est marrant parce qu'on vient de parler du secteur de l'édition, mais là on est en train de perdre le secteur du papier. Oui, alors qu'on était encore un peu leader là-dedans. Voilà, qu'on était encore un peu leader. Il y a même une école d'ingénieurs spécialisée dans le papier qui se trouve dans les Cévennes. C'est la seule d'Europe, je crois, et c'est un secteur extrêmement porteur. Il y a beaucoup de travail au niveau des papiers. Alors les papeteries de Condat, qui fabriquait le papier couché de haute qualité en Dordogne, 150 emplois qui sont appelés à disparaître. Le dernier fabricant de pâte à papier, donc le dernier Fibre Excellence, a été placé en redressement judiciaire. Donc, on imprimera les livres en Chine, j'imagine, et on les fera rapatrier non pas par le détroit d'Ormuz. Alors, la métallurgie, là, donc ça fait longtemps et la sidérurgie, ça fait longtemps qu'ils trinquent, mais là, ce qui reste trinque encore. Il y a Novasco en Moselle, à Gondage, 550 pertes d'emploi. Erastil dans l'Allier à Commentry, 190, et enfin ArcelorMittal à Dunkerque, pour Avenir, on a 378 emplois. Et en fait, le tableau d'ensemble entre 1974 et aujourd'hui, la part de l'industrie dans le PIB est passée de 28,7 à 10%. Donc la réindustrialisation promise par notre glorieux leader, je pense qu'on va s'asseoir dessus. Et c'est-à-dire qu'on est à un niveau comparable, devine à qui, au Luxembourg. Ah oui, ouais, on est à peu près aussi industrialisé que le Luxembourg, sachant que l'Allemagne c'est 20% et 17% en Italie. Tu parlais du Nord par exemple, moi je viens de cette région, donc c'est quand même le Nord, mais je peux l'étendre à toutes les régions de France en fait. La France, il y a 60 ans, dans les années 60, pendant tout le XXe siècle, sauf dans les 25 dernières années, même incluant les 25 dernières années. Chaque région avait son industrie. Tu avais le textile dans le nord, c'était vraiment un pays industriel. Tu avais l'acier dans l'Est, le charbon là où il y en avait, donc là c'était où tu pouvais. Tu avais des usines de voitures à Paris. À Paris, on faisait des voitures à Paris. À Boulogne, il y avait une usine. Boulogne. Je l'ai connu. C'était dans les années 80, il existait encore. L'île Seguin. C'est l'île Seguin. On faisait donc, c'était à Boulogne. Il y avait donc des ouvriers aussi. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que, tu sais, c'était un petit peu l'expression, un chapeau bas devant la casquette. Je veux dire qu'il y avait la fierté ouvrière qui était la classe ouvrière qui était encadrée beaucoup par le PC, quand le PC était à 30% aux élections présidentielles et qu'il fallait compter avec lui. C'était pas le Yann Brossa qui parlait d'installer un complexe hôtelier à la place d'un hôpital. Par exemple, il y avait des industries et il y avait une fierté. D'une part, il y avait une fierté. Et là, c'est pas, tu vois la petite polémique. Les gens qui font du sport le matin, c'est un rappel, c'est une sorte le truc de l'usine. Maintenant, tu fais du jogging, t'es un fasciste. C'est la mémoire de l'usine, un truc comme ça. Donc, si tu préoccupes de ton corps, déjà, bon. Enfin, alors. Je continue parce qu'il y a aussi l'industrie, il y avait l'industrie de l'ameublement. On faisait des meubles en France, on faisait des
vêtements, on faisait des meubles, on faisait des voitures, on était pas mal autonome sur plein de choses. Donc l'enseigne d'ameublement Linéa, 1200 personnes. Allez hop, l'enseigne engagé. Printemps qui 229 suppressions d'emplois en France et la fermeture de son grand magasin à Rennes. Ça va faire encore une belle friche artistique. La chaîne de grande distribution Lidl, même la chaîne, même la bouffe des pauvres, l'intention de supprimer 550 emplois, attention, administratifs, parce que dans les magasins, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus grand monde. Alors, il s'avère que la presse, malgré toutes les subventions qu'on leur verse, commence à bien trinquer, puisque Prisma Media, 40% de ses effectifs, 260 personnes. La Tribune, avec Next Interactive, la filiale numérique de RMC BFM, supprime 52 postes. Le groupe Bayard, 5% de ses effectifs. Centre France, éditeur de La Montagne, a annoncé 10% de ses effectifs. Voilà, c'est un petit tour d'horizon. C'est pour l'année 2026 et c'est avant qu'on prenne, parce que là, on va prendre cher avec ce qui est en train de se présenter, notamment dans tout ce qu'on appelle la pétrochimie. Donc, là, on n'a plus d'usine. À la limite, on ne va pas licencier, il n'y en a plus. Je blague à peine, mais c'est un peu triste. Enfin, c'est plus que triste parce que la réindustrialisation française n'aura pas lieu. Non. Voilà, soyons clairs. Donc, la croissance qui consiste à avoir un peu d'argent pour acheter des produits qui ont été fabriqués à l'extérieur, loin de chez nous, et rapatriés, c'est pas de la croissance. Non, bah non. C'est pas de la richesse, c'est une société de... C'est de la TVA au mieux, ouais. C'est ça, on dépense en achetant des choses qu'on produit pas, donc en fait, on est dépendant d'une part des producteurs, donc ces producteurs sont loin, et je préférerais être dépendant des producteurs qui sont chez nous, qui sont à côté, et puis surtout, on crée aucune richesse en dépensant, donc on crée au mieux de la TVA, qui n'est pas une richesse qui va être redistribuée. On a vu aussi passer une étude de l'INSEE qui montre que la redistribution, plus tu grimpes, plus tu redistribues et moins tu es redistribué. Donc il y a même aussi un désintérêt au travail. Il y a je vais en parler absolument plus aucun intérêt. Ouais, tout à fait. Bah oui, parce qu'en fait, j'en parlais dans le top des bonnes nouvelles, c'est marrant, parce que on sent qu'il y a plein d'infos qui vont dans ce sens-là. Maintenant. On sent bien là qu'il y a moi, le constat que je fais depuis des années, c'est-à-dire que le travail ne paie pas en France. Alors on sait pourquoi, c'est parce que on a une fiscalité de dingo, on a des prélèvements. Ton patron te paye 1000, en fait ça lui coûte 4000. Oui, alors attention, parce que après on va nous ressortir. Je dis attention parce que ça c'est le discours patronal qu'il faut baisser les charges. Il faut faire attention parce qu'une partie des charges, les patrons sont tranquilles, ils n'ont pas à payer les routes qu'ils utilisent. Oui, on baisse les charges puis on leur fait construire les routes eux-mêmes. D'autant plus que il y a aussi plein d'allègements fiscaux qui sont. Le CICE, par exemple. Voilà, plus ta boîte est grosse, plus tu bénéficies d'aide, alors que c'est finalement les entreprises. En fait, en France, on a un problème d'entreprises. Surtout des ETI, en fait, les entreprises intermédiaires. Oui, les petites, voilà. C'est elles qui trinquent, les petites moyennes, plutôt. Ouais. Et c'est eux qui en prennent plein la gueule. Alors que l'Allemagne a un très très gros tissu d'ETI très novatrice. Mais donc ça crée pas je sais pas, on arrive à un système, une économie complètement subventionnée, où tout le monde est subventionné, où effectivement tu dis... c'est une économie Potemkin, en fait. On a une belle façade et derrière... Et de plus en plus, tout le monde est plus ou moins payé par l'État, quoi. Parce que payer des impôts, par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière, l'État se charge quand même d'un certain nombre de missions que le privé ne peut pas. Alors, on parlait des routes, l'entretien des routes, l'entretien des voies de chemin de fer. La question est sur tout ce qui prend, où va l'argent. Oui, c'est c'est tout. Moi, je veux bien payer des impôts, mais je veux un service éducatif, je veux un service médical et hospitalier top moumoute, avec ce que je paye, j'en veux pour mon pognon. Je veux, c'est tout, voilà. Les richesses générées, produites par les gens qui travaillent, par les actifs, sont capées et captées par les inactifs, puisque c'est dans les retraites. Non, c'est dans les retraites que ça part. C'est dans la santé et les retraites. Donc, tu te dis, plus je travaille, plus on m'en prend, et plus on m'en prend, plus ça va pour eux, qui donc obèrent et crament l'argent de nos enfants et de nos petits-enfants. Voilà, c'est ça qu'on fait, les 3500 milliards d'euros de dette, c'est qu'on a cramé, l'argent des générations qui viennent. Donc, il y a un truc extrêmement mortifère dans cette organisation sociale. Voilà. Ça revient assez souvent dans notre émission. De toute façon, c'est la thématique de notre émission. La France Potemkin, c'est la France qui va bien en façade et derrière tout s'écroule. Mais est-ce qu'on pourrait... Derrière, c'est un terrain vague.
Parce que la grosse question que tout le monde se pose finalement sans se la poser, je pense que tout le monde fait à peu près ce constat d'une façon ou d'une autre, c'est quoi après? Comment ça va évoluer? Parce que, je pense que d'un point de vue prospectif, j'imagine que peu à peu, l'Europe va se détricoter de l'intérieur. Il y a le moment donné où, par exemple, l'Allemagne trouvera que c'est plus très intéressant l'euro, parce que l'euro a été fait pour elle. Dès lors que l'Allemagne trouvera que l'euro, c'est plus trop son kiff. L'Allemagne est en train de morfler elle aussi, et notamment à cause de décisions stratégiques comme le fait de se couper de l'énergie pas chère du gaz russe qui a fait la fortune de l'Allemagne. Donc là, à partir du moment où l'Allemagne commence à trouver ça, l'Italie aussi peut être amenée à trouver que l'euro, ça l'arrangeait pas trop et que ça se détricote de l'intérieur. Tu vois que quand même les Ursula von der Leyen, dont on va parler encore, qui fait feu de tout bois pour assurer d'une main de fer pour s'assurer un édifice de plus en plus branlant. L'Europe secoue, et l'Europe n'ayant aucune ressource industrielle en propre, c'est-à-dire il n'y a pas d'énergie, il n'y a aucune ressource matérielle. Donc là, on avait la Russie, on s'est brouillé avec eux, donc le gaz pas cher, c'est fini. Et il y avait l'Iran, on s'est un peu... disons que notre maître s'est brouillé avec eux, et on est vachement merdé parce que c'est notre maître, il faut bien qu'on le suive, sauf que les États-Unis, eux, ils ont du pétrole, donc c'est pas très grave pour eux si le détroit d'Ormuz est bloqué. C'est plus grave pour nous. Ouais. Non, mais nous, on décroche. Nous, on a vraiment j'en parle avec. Je trouve que j'ai quelqu'un de proche qui est allé aux États-Unis là récemment. Et là, moi, j'ai halluciné. Je le savais, mais en fait, maintenant, un Français aux États-Unis. C'est un pouvoir d'achat de merde. C'est un pouvoir d'achat d'Éthiopien. Ouais. Un paquet de chips, c'est $7. Un truc qui vaut 2 € ici, que nous on trouve très cher déjà parce que ça a augmenté x2 quasiment ici. Ouais. Là-bas c'est pas x2, c'est x10. Mais si tu veux, leur salaire, il a eu une inflation aussi, si tu veux, pas à x10, mais alors que nous, c'est plombé. C'est-à-dire que la majeure partie des gens, tu prends leur salaire d'il y a 10 ans et d'aujourd'hui, pas bougé. Mais tu vois, en plus, là, on fait la guerre à Shein qui permet aux gens de dépenser encore un petit peu de ce qui leur reste. Parce qu'il n'y a plus trop le choix. Si tu veux t'habiller, soit tu récupères tes fringues et tu les recycles et tu les restaures, ce qui est en train de se faire. Tu vois, la multiplication dans Paris des retoucheries. C'est exactement ça. On récupère ces fringues. Soit si tu veux un peu changer, tu vas prendre de l'ultra fast fashion chez Shein, dont on a fustigé les acheteurs. Voilà. Donc en fait, oui, la France est en train de c'est ce qu'on a dit en intro, c'est en train de se précariser tranquillement, lentement, même assez rapidement, mais en tout cas dans un silence des élites, vraiment clairement. Eux ne changent pas, ils sont toujours dans leur petite. On va réindustrialiser, on va un pays de progrès, vive les Jeux Olympiques, le machin. Même pas, ils s'en foutent. Non, mais on est dans un pays vitrine. Oui, c'est ça. La réalité, c'est que tout se casse la gueule. Les gens, il y a déjà, comme tu l'as dit, un chômage qui explose, qui n'est clairement pas à 8%. Moi, je pense qu'il est au moins au double, en fait. Oui, puis l'indice de pauvreté, le 60% du revenu médian, 50% du revenu médian, combien de personnes sont en dessous? Ça augmente aussi. Donc, il y a cette précarité. Il y a aussi ceux, on va dire, qui bossent et qui sont en hyper tendu, parce que maintenant, avec un salaire moyen, t'habites à Paris, tu gagnes 2500 balles par mois, t'es dans la merde, en gros. Et combien de jeunes trentenaires arrivent à Paris ou de vingtenaires arrivent à faire leurs études à Paris, le cœur vaillant en s'imaginant, tu sais, je vais conquérir la capitale, et repartent 15 ans après en n'ayant rien conquis du tout, en ayant vécu en colocation, en n'étant pas marié, en n'ayant pas de gamin, et en se disant, putain, tu vois, la ville avale ces gens-là. T'as la précarité d'un côté et t'as, on va dire, la France la France de la bricole de l'autre. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus en fait des modes de consommation alternatifs, dont tu l'as dit, sur les vêtements, sur la nourriture, sur le. En fait, maintenant le point en fait d'enrichissement, mais ça fait un moment que c'est en France, enfin le point d'enrichissement ou de survie en fait en France, c'est est-ce que t'es propriétaire ou pas, et même est-ce que t'es propriétaire et tu peux faire de l'argent avec ton bien en plus. Et j'ajouterais qu'il y a un autre point qui te sauve, c'est est-ce que tu as
des voisins avec qui tu t'entends bien. Oui, aussi, oui. Il y a ça aussi. Il y a aussi l'entente, oui, tout à fait. Et ça, c'est clair que dans les régions de France les plus touchées, la France périphérique, l'entretien d'un réseau social est extrêmement Compliqué. important. Ouais, Mais c'est compliqué sans voiture. Mais c'est le fait d'avoir dans un village un centre qui vit et qui vit encore du plus qu'il peut. Ça assure aussi, c'est le retour des solidarités locales, voilà. Donc ce qui emmerde l'État, ça. Ouais, oui, puis ça emmerde, puis la gauche qui nous vend une sorte de solidarité internationale diffuse avec tous les peuples opprimés du monde, commençons par le nôtre. Oui, puis surtout, t'as plus besoin faire société, c'est s'arranger avec le voisin que t'as pas choisi. C'est super, je crois qu'on peut arrêter l'émission là-dessus. Écoute, on va continuer notre émission quoi qu'il arrive avec un budget précaire, on peut le dire. À ce sujet, je tiens à vous remercier pour votre fidélité, pour ceux qui nous suivent soit en direct sur TikTok ou en différé sur YouTube. Voire sur d'autres plateformes, puisqu'on diffuse aussi en segment sur Facebook. En Mondovision. Voilà. Si vous voulez nous aider pour que cette émission prenne de l'ampleur, que nous réalisions des lives un peu plus professionnels, je vous invite à nous soutenir sur le Tipeee de l'émission, c'est tipeee.com/jamaipodcast. Et vous pouvez faire des dons qui vont de 1 euro à 1 milliard, même si vous voulez, et si vous le sentez. Voilà. Et si vous faites 1 million d'euros, vous aurez le titre Olivier Nora d'or. Ah oui, là on vous fait un show exceptionnel. On vous fait un show exceptionnel. D'ailleurs, cabine de douche. Tout à fait. D'ailleurs, on a aussi des souscriptions sur YouTube qui vous permettent d'avoir accès à des contenus exclusifs, rien que pour vous. Je tiens à vous le signaler aussi. Et si vous n'avez pas d'argent, que vous êtes encore plus pauvre que nous et c'est compliqué, vous avez quand même le pouvoir, et c'est encore plus important, je crois, de cliquer en bas de cette vidéo et de... Le top des bonnes nouvelles de la France Potemkin, certifié Macron Score A. On part tout de suite avec le numéro 10. Numéro 10, c'est Le Point qui s'interroge, le journal Le Point. Pourquoi les Français rejettent-ils à ce point le travail ? Eh oui. Parce que ça fait mal au dos. Oui, t'es pas loin. On veut empêcher les boulangers de travailler le 1er mai. On résiste à la retraite à 64 ans et selon l'OCDE, un Français travaille en moyenne 666 heures par an contre 776 pour le reste de l'Europe. Mais pourquoi cette allergie ? Le journal Le Point se pose la question et appuie sa réflexion sur l'ouvrage de la journaliste Anne de Guigné, publié chez Plomb. Le livre s'appelle « Les Français veulent-ils encore travailler ?» Et alors pour l'autrice, il y a 2 coupables, Jésus et Marx. Voilà. Ils se connaissaient ? Je ne le crois pas, mais c'est vrai que j'ai toujours fait la remarque que Jésus était le meilleur ami du salarié parce que c'était grâce à lui qu'on avait plein de jours fériés, beaucoup plus que, que les grèves. Il y a eu très peu de jours pour commémorer la naissance de Marx. Ouais, c'est marrant parce que quand je vois les syndicats qui gueulent sur les chrétiens, et je dis c'est votre pote en fait, quand même. Ouais. C'est grâce à lui que vous avez plein de jours fériés. Donc la tradition catholique a fait de la retraite le nouveau paradis, l'accomplissement de la vie, et la gauche marxiste, elle, a toujours rêvé d'une société débarrassée du labeur. Marx, il veut que les outils de production appartiennent aux travailleurs. Oui, en fait, c'était marqué. On produit. Ouais, c'était marqué dans l'article, c'est moi qui ai résumé. Elle le dit. Les 35 heures, les RTT, la retraite à 60 ans sous Mitterrand, autant de coûts symboliques portés à la valeur travail. Bon, on est dans le point quand même. La fameuse valeur travail. Ouais. Mais quand même, c'est là que le point bouge vers Fakir. En fait, il y a une sorte de reptation étonnante. En France, le travail ne paie plus. Voilà, c'est le point qu'il dit. Après-guerre, 15 ans de labeur suffisaient à doubler son niveau de vie. Aujourd'hui, il en faut 90. Tu te rends compte ? Il faut 90 ans pour doubler ton niveau de vie. Tu pouvais être propriétaire d'un appartement, d'une maison. Enfin, tu avais, un crédit sur 15 ans. Maintenant, c'est 30. Donc c'est le double. Non, mais sur 15 ans, en plus, il était remboursé assez rapidement. Il était remboursé avant du fait de l'inflation. Ouais. Et puis, on parle beaucoup là les jeunes veulent plus travailler. Non, ils veulent bien travailler, mais quand ils travaillent une heure, quand ils sont payés une heure, ils travaillent une heure. Une heure payée, une heure effectuée, point barre. Donc, si tu me payes jusqu'à 17h, je pars à 17h. Donc, conclusion de l'article du Point, les Français bricolent, ils louent leur appartement sur Airbnb, ils trouvent des revenus à côté, ils ne sont pas paresseux, ils sont juste mal payés. Bon, moi, ça fait juste 20 ans que je le dis, c'est de pire en pire. Peut-être qu'on va
peut-être commencer à comprendre que ce pays, que l'État se fout de la gueule des Français, quoi. Et c'est aussi une thèse moi, que je soutiens. Les Français font sécession de plus en plus. Hein. L'État se fout de la gueule. En général, les Français font pareil. Hein. C'est le sens de l'impro en France, hein, c'est une spécialité. Donc, voilà, hein, ils se barrent, quoi. Tout à fait. On se barre, on se lève et on se casse. Numéro 9. Alors, moi, j'ai Élise Lucet, puisque tu sais qu'elle a fait une magnifique prestation devant la commission d'enquête parlementaire de Charles Laloncle, et dans lequel elle s'est défendue. Elle est plus propre que propre. Tout est bon, tout est prêt. Sauf que voilà, à propos des violences dans le périscolaire, on en parle un petit peu de temps en temps. Tout à fait, ouais. Une plainte a été déposée contre Cache Investigation parce que pour non-dénonciation d'agression. Parce qu'il s'avère que les parents d'un enfant victime de viol par des animateurs périscolaires de l'école maternelle Saint-Dominique, en fait, les avocats dénoncent le fait que Élise Lucet et son équipe détiennent des images qu'elles n'ont pas non seulement publiées, mais pas transmises à la justice. Ça, c'est marrant parce que dans le cadre de Pardieu, par contre, ils les ont transmises. Oui, ça c'est bizarre. Ouais, ils les ont même montées d'une certaine façon. De manière à. C'est marrant, hein, c'est étonnant. C'est deux poids, deux mesures. Donc la plus propre que propre d'Élise Lucet, on verra ce que ça donne. Hein. Très bien. Alors, rebondissement dans l'affaire TikTok. TikTok a approuvé ma contestation. Donc, vous pouvez de nouveau envoyer des cadeaux sur le chat. Voilà, je le dis. Hein. Je ne sais pas à quoi ça sert, j'ai jamais compris. Mais donc, il y a bien quelqu'un qui envoie des bans sur moi, quoi. D'accord, voilà, on se fait banner. Une raison pour laquelle je bannerai ce live, c'est le t-shirt violet. Voilà. Ouais. Non, mais c'est pour un hommage à Prince qui nous a quittés il y a 10 ans hier, donc c'est une semaine. Je me disais bien, ouais, c'est ça. Semaine violette. C'est ok, il manque plus que la pluie, puis on a Purple Rain. Voilà. J'ai pas mis le t-shirt Prince officiel, mais j'ai mis la couleur violette. On se reconnaît comme ça dans Paris. J'ai croisé quelqu'un d'ailleurs hier, qui me l'a dit. Il m'a dit, c'était le jour où portait ça. Enfin, donc ça marche en fait. On est une secte, hein. On se reconnaît. Moi j'ai une chemise aussi, j'aurais dû la mettre. Voilà. Ok. Mais t'es pas à l'image, toi. Et alors, je peux rendre hommage discrètement. Oui, c'est gentil. Numéro 8. Bah non, alors, pourquoi tu marches pas ? Numéro 8. Nous allons revenir sur Usul en 8e position de ce top des bonnes nouvelles. Usul qui est au cœur d'une polémique qui n'en finit pas. Le compte d'Anneau Fiscal sur X dont j'avais parlé la semaine dernière a fait un petit thread sur le petit scandale financier qui touche notre ami Twitcher de gauche, souvent invité sur les plateaux de Mediapart, le média, l'humanité, qui avait fait une levée de fonds via Ulule, la plateforme Ulule. Usul sur Ulule. En effet, il y a 2 ans, en avril 2024, le Twitcher de gauche Usul et la célèbre Zawaprod levé 288 299 € sur la plateforme Ulule pour une série documentaire particulièrement ambitieuse appelée Société. Alors je peux te passer d'ailleurs une petite. Alors moi je dirais juste parce que tu sais que si je fais pas un jeu de mots, je sais que t'es un peu dessus. C'est polémique, Victor. Tu veux ça, c'est ça que tu veux, tu le réclames. Tiens, voilà, tu l'as. On écoute Usul. Alors c'est la vidéo qui servait c'était son plaidoyer vidéo pour pour l'aider à trouver de l'argent pour sa série. Que moi je pourrais faire si j'avais du temps et si j'avais des moyens. Bon voilà, maintenant du coup évidemment il faut un peu de pognon. Donc ce qu'on va faire c'est un financement participatif une fois avec on a une somme et on voit le nombre d'épisodes qu'on peut faire avec ça. On estime avec Zawaprod que pour un bon épisode et pour payer tout le monde 50 000 € c'est très bien. Donc plus on a évidemment de pognon, plus il y aura d'épisodes. L'idée c'est qu'il y en ait un qui sort tous les 3 mois, un format un peu long entre les 40 et 50 minutes. 50 000 ça paraît peut-être énorme pour une vidéo, mais pour un documentaire de 52 minutes, pour la télévision ça coûte beaucoup plus cher. La télévision c'est évidemment des sommes bien supérieures. Nous avec 50 000 on peut se démerder, on peut. C'est le grand capital, c'est normal. Nickel. Voilà, aidez-moi. Aidez donc. Eh ben oui, il a été aidé puisqu'il a effectivement reçu pas loin de 300 000 €, presque 300 000 €. 288, hein, c'est ça. Donc 2 ans plus tard, le problème c'est que 0 épisode. Rien n'est sorti. Moi je vais défendre Usul. Ah, vas-y. Voilà. Il a bien dit, si j'ai de l'argent et du temps. Il a de l'argent, manifestement il n'a pas eu le temps. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il dit 50 000 € par épisode et en même temps, tu as une astérix dans la vidéo qui marque 75 000. Quand même, déjà, ça partait, c'était foireux déjà. Parce que... C'était bien budgété cette histoire. Donc, il a gagné, donc il a touché de quoi faire 5 épisodes. Maintenant, il lui faut du temps pour les faire. Écoute, c'est exactement ce qu'il dit. Et non, mais figure-toi, c'est exactement ce qu'il dit parce que ça commence à un peu lui coller au slip, cette histoire. Parce que l'argent s'est évaporé, apparemment. Alors, le compte d'Anneau Fiscal s'est demandé pourquoi. Et il émet plusieurs hypothèses, il détaille son propos. Donc, première hypothèse, première piste, la vie de château.
La vie de château parisienne, puisque Zawa Prod a domicilié l'entreprise dans le très chic et très cher 8e arrondissement de Paris et affiche publiquement la fierté d'avoir des locaux dans la capitale, comme le prouve cette vidéo qu'on va écouter tout de suite. On a 220 mètres carrés pour baiser le stream game, les gens. On va baiser le street game, c'est ça qu'il a dit. Le stream game, ouais. Ah, le stream game. Pour l'instant, ils ont baisé les cotisateurs, les cotisants. Deuxième piste, donc le parachute doré de Danny Caligula, puisqu'effectivement, il y a eu un petit fiasco, enfin un petit couac il y a peu de temps dans la Zawa Prod, en mai 2025. Scandale, Mediapart publie une enquête pour violence sexuelle contre Danny Caligula, le directeur de Zawa Prod. Il démissionne et doit vendre ses parts, ça coûte une fortune et aucune banque ne fait de prêt pour ça. Donc le trésor de guerre de l'émission Société a probablement servi à racheter ses parts en urgence. Donc en fait, les personnes qui ont versé, qui ont donné de l'argent sur Ulule, donc le projet participatif, l'argent a servi à payer le Golden Parachute d'un... C'est une supposition, mais voilà. Mais aurait servi à payer le Golden Parachute d'un VS. D'un VSS. Bon, ça reste à prouver. Enfin, bon, tu vois, après ça, il y a une bon, j'ai pas suivi honnêtement de près l'histoire, donc je sais pas si c'est. Voilà, je sais pas. On est au troisième mais c'est pas propre. Hein. Voilà, mais c'est bon, ça pue du cul, quoi. Bon, on va résumer comme ça, quoi. Voilà. Troisième piste évoquée par Dindon Fiscal, la carte bleue T'inquiète, je gère, frère. Où passe l'argent au quotidien? L'équipe assume publiquement de s'en servir pour des dépenses de tournage, mais je ne me suis quasi rien versé. L'argent est toujours au chaud dans la boîte de prod. Assure Usul dans le Huffington Post. Zawa Prod confirme, elle évoque des dépenses pour payer en partie les auteurs, les déplacements, les tournages et le matos. Voilà, c'est tout. D'accord. Donc c'était une fois, c'était de l'argent prévu pour un projet à venir et qui a été utilisé pour un projet en cours. Pour financer les restos et les voyages de l'équipe. Voilà. Bon, ça, cette histoire, elle monte, parce que ça fait un petit peu un an que ça dure. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que tranquillement, nos amis anticapitalistes et pro-liberté d'expression bâillonnent toute contestation et ils ont fermé la page des commentaires de la campagne Ulule qui a purement et simplement été rendue inaccessible. C'est plus simple. Donc les 300 000 balles sont dans la nature et il y a zéro programme. Voilà, c'est la gauche. C'est la gauche France Potemkin qu'on aime, qu'on soutient, et c'est la gauche qui touche des subventions CNC Talent en plus. Hein, voilà. Ah, en plus. Que dire, voilà. Bah oui, c'est pour ça que j'en parle. Hein. J'en aurais pas parlé si on n'avait pas abordé le sujet à 2 reprises dans l'émission, et voilà, il fallait en parler. Ça revient. De toute façon, cette histoire revient tous les 2-3 mois. Je la vois revenir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne voit pas l'argent revenir. Par contre, ça, voilà. On passe tout de suite au numéro 8. Bon, alors, c'est pour moi le numéro 8. Tu as donc l'Assemblée nationale et le Sénat ont validé le retrait du devoir conjugal des obligations faites entre époux. Donc, il n'y a plus à avoir d'obligation de relations sexuelles. Plus de papa dans maman, voilà. Il n'y a plus de papa dans maman, il n'y a plus de maman dans papa, voilà, ça c'est... Ni papa dans papa d'ailleurs. Voilà, ni papa dans papa, ni parent 1 et parent 2, enfin tout ça c'est, voilà... Ni parent 1 et parent 2 dans maman. Enfin, dans maman. Toutes les combinaisons envisagées sont... donc aucune ne donne droit à un devoir. Sauf que dans le cas du concubinage, c'est-à-dire le faux mariage, la Cour des comptes... la Cour d'appel de Montpellier a estimé que les relations sexuelles constituent l'élément fondateur du concubinage. Donc, tu pourras pas te déclarer concubin si tu baisses pas. Voilà. Ok. Voilà, donc je le note. marié sans devoir conjugal, normal, mais par contre, voilà, si c'est concubinage, là, il faut qu'il y ait une preuve que vous soyez bien concubin, donc il faut... Ça complique toutes ces histoires de VSS, dis donc. Ça devient super compliqué. Moi, de toute façon, ce monde est trop compliqué pour ma petite tête. Je m'abstiens. Voilà, je ne touche plus rien ni personne. Je sors du game. Numéro 6, l'attaque de cybersécurité de la semaine en France Potemkin. C'est bien sûr dans Le Parisien. On apprend que cette fois-ci, c'est le portail ANTS qui édite les cartes d'identité, les passeports et les permis de conduire qui a été victime d'une cyberattaque entraînant une fuite de données confirmée par le ministère de l'Intérieur. Qui a déclaré, je cite, ouvrez les guillemets, on s'est bien fait niquer le serveur à sec. Jusqu'à 19 millions de Français pourraient être concernés par cette fuite massive liée à une faille technique sur la plateforme. Voilà, les données sont en roue libre. Alors, la NTS, c'est l'Agence nationale des titres sécurisés, rebaptisée France Titres en février 2024. Donc, en fait, si je comprends bien, ton titre est sécurisé, c'est le serveur qui ne l'est pas. Voilà, je me suis dit, c'est encore un truc vraiment...
avec beaucoup de services disparates et tout, avec beaucoup de gens. Alors en fait, non du tout. En fait, c'est l'inverse. En fait, il n'y a que 200 agents, on va dire. Tu veux dire qu'il y en a moins qu'à l'Arcom ? Ouais, là, il y a beaucoup moins d'agents à la NTS qu'à l'Arcom. Ouais. Donc on s'étonne parce que ça produit c'est quand même la gestion de tous les papiers d'identité des Français. Donc c'est des millions de documents. Mais l'agence, j'ai appris, fonctionne selon un modèle particulier. L'agence s'appuie énormément sur des prestataires techniques externes pour la gestion informatique. Oh. Ah ouais. Alors d'un côté, puis en fait. Il se trouve que par le plus grand des hasards, j'ai refait des papiers pas plus loin que le week-end dernier, donc j'ai dû me faire niquer mes données. J'ai constaté surtout que c'était l'utilisateur qui faisait 90% du boulot. En fait, tu fais tout le boulot. Hein. Tu fais la photo numérisée, le certificat de sécurisation, c'est toi qui le fais. Tu remplis les papiers, tu leur envoies tout. Enfin, ils ne font rien. Hein. Toi, ils te font juste attendre 2 mois pour récupérer ton doc. Mais il se trouve qu'en faisant mes papiers, j'ai donc été confronté à leur interface de la NTS et j'avais fait un papier, j'avais pris une capture d'écran à l'occasion, donc c'était avant cette histoire de hackage de données. Donc là, on est sur le site pour faire son permis de conduire. Hein. J'étais là le week-end dernier et je regardais la procédure parce que ça me semblait très compliqué cette histoire. Donc un document qui est sur la page, la homepage du site, hein, où je sais pas, des millions de personnes passent chaque jour. Je te lis. Pour les Français disposant de l'identité numérique, il est possible d'ajouter le justificatif d'identité à usage unique avec photo générée durant la démarche depuis l'application France Identité est accepté. Est accepté depuis l'application avec une faute d'orthographe, c'est pas au féminin. La phrase ne veut rien dire, il y a une énorme faute de conjugaison et clairement, elle est là, puisque ce site existe depuis, depuis 2024, donc ça fait 2 ans qu'elle est là. Et personne n'a corrigé ce truc qui passe devant les yeux de millions de Français. Et quand tu vois que ça, déjà, à ce niveau-là, il y a une erreur comme ça, ouais. T'imagines le reste. Et ben voilà, le reste c'est un hackage des données parce que s'ils sécurisent aussi bien leur serveur qui n'écrivent les textes sur la homepage, ça doit être joyeux derrière. Hein. Je sais pas, il y a des correcteurs d'orthographe minimum. Maintenant, il y a même l'IA, tu vois. Bon bah tant pis pour nous, j'ai envie de dire. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que en 2026, l'agence a vu ses missions s'élargir, notamment avec le déploiement massif de l'application France Identité, que je vous déconseille donc d'utiliser, ce qui a conduit à une légère montée en puissance des équipes techniques spécialisées en cybersécurité et en identité numérique. Voilà. C'est le truc. Experts sur le coup. Là. Numéro 5, Louis-Marie. C'est Le Monde qui nous apprend que pour les vacances en 2026, les Français optent pour la proximité avec des budgets serrés. La situation... Non, tu m'étonnes. La situation est anxiogène, on préfère ne pas partir loin. Alors, Argenteuil, il y a le camping municipal de Paris, tu sais où il se trouve, oui, sur le long de la Seine. Je ne savais pas. Il y a un camping municipal à Paris. Ah, mais à Paris même ? Ah non, pas tout à fait. Ils sont du côté de Neuilly, mais c'est le camping municipal de Paris. Ouais, d'accord, ok. Voilà. C'est intéressant ça. Hein, donc, tous les amis parisiens peuvent aller se taper une petite semaine au camping. Voilà. Numéro 4. Ça fait suite à cette nouvelle, c'est que Blablabus, c'est en train de finir. Enfin, Blablacar veut arrêter son service d'autocar. Blablacar bus en raison des difficultés économiques structurelles. Alors c'est bizarre, hein, parce que les gens ont de moins en moins de pognon pour aller en vacances pas chères, et Blablacar bus, qui leur permettait peut-être de réduire les coûts liés à la route, a de moins en moins de pognon pour les amener. Donc vraiment, le camping municipal de Paris, pour les Parisiens. Grosse option. On passe tout de suite au numéro 3. Numéro 3, c'est un sondage IFOP JDD, je ne sais pas pourquoi il m'avait échappé celui-là, donc c'était publié fin février 2026, donc il y a un peu plus d'un mois. 60% des Français pensent que l'on assiste à un remplacement de la population française par des populations non européennes, principalement issues du continent africain. 60% des Français. Donc sur ces 60%, 66% ils voient une mauvaise chose, 9% une bonne. JDD, c'est pas un truc de droite, d'extrême droite, c'est un truc de Bolloré ? Oui, tout à fait. Okay. Mais bon, voilà. Faut le dire, mais bon, c'est quand même assez... Donc il y a plus d'un Français sur 2 quand même, hein, qui approuve en fait cette théorie du grand remplacement. Voilà. Oui, il y a eu clairement un glissement de la fenêtre d'Oberton à propos de ça, hein, dès lors que Camus a créé le concept. On voit de toute façon, Mélenchon l'a repris, oui, sûr, créolisation et Nouvelle-France. C'est le thème, mais positif. Tu peux l'appeler comme tu veux, c'est juste une réalité en fait. Il y a une réalité statistique en tout cas. Ouais, et puis, tu vois le site mafrance.app, dont d'ailleurs Nunez n'a pas encore réussi à interdire, puisqu'il n'y a rien d'illégal. C'est con. Il s'est pas fait hacker ce site-là par contre. Ouais, mafrance.app. Il y a de plus en plus de mises à jour qui fait. Hein, c'est donc, on renvoie à notre émission sur mafrance.app, où donc le gars qui a tout simplement collecte les données légales, ouvertes, officielles, et puis les met en carte.
Numéro 2, c'est à toi, Louis-Marie. C'est à moi, oui. Justement, on parlait de la France musée. L'appel à l'aide du Muséum national d'histoire naturelle, tu sais, ce magnifique muséum. C'est le Jardin des Plantes. C'est le Jardin des Plantes où tu as un diplodocus, le cadavre d'un diplodocus. Un vrai géant, quoi. C'est énorme. Tu as aussi une sorte de musée des horreurs avec des bébés à 2 têtes dans le formol. Enfin, tu vois, c'est un endroit hyper gore, le muséum des histoires naturelles. En fait, oui, c'est hyper gore aussi au niveau de l'État parce que le muséum est très, très délabré. Les ossements minéralisés explosent littéralement, disent des employés. Donc, moisissures dans les collections, bibliothèque inondée, fissures dans les murs. Gilles Bloch, qui préside l'établissement fort d'une importante fréquentation d'une renommée scientifique internationale, alerte sur son état catastrophique. Voilà, la France entretient son patrimoine, la France aime son patrimoine. La France est Potemkin dans l'âme. Voilà. Numéro 1, il n'y a plus d'excuses, Louis-Marie. On apprend dans le Figaro qu'Ursula von der Leyen lance sa solution européenne de vérification de l'âge sur Internet. Ouais. Alors, la France, figure-toi, fera partie des pays participants à cette phase pilote. L'outil devrait être déployé d'ici la fin de l'année. La Commission européenne passe à l'action pour mieux protéger les enfants et les adolescents sur Internet. C'est toujours l'excuse, protégeons nos enfants, sauf dans le périscolaire parisien, là, on peut y aller. Là, on les protège pas, on peut y aller tranquille. Notre application européenne de vérification de l'âge est prête d'un point de vue technique et sera bientôt disponible, a annoncé ce mercredi Ursula von der Leyen. La Commission européenne s'est fixée comme objectif que 80% de ses résidents utilisent cet outil d'ici 2030. Internet doit être un endroit sûr pour nos enfants où ils peuvent apprendre, grandir et se connecter. Donc bravo, le progrès est en marche entre 2 dans le périscolaire. Et voilà, c'était le top des bonnes nouvelles certifié Macron Score A, un peu déprimant, on doit le dire. Voilà. Ouais, aujourd'hui on n'est pas super gai. Ça va pas s'arranger dans la 3e partie avec Célina parce que on va rentrer dans le physique. Là, on était dans la théorie, dans le monde des idées, dans les concepts, mais là, on va rentrer dans la chair. Voilà. En attendant cette 3e partie, je vous invite à nous soutenir sur Tipeee /jamais podcast si vous voulez nous aider à améliorer cette émission et que nous puissions passer sur des formats live plus longs, plus professionnels et surtout sur plusieurs plateformes. C'est jamais trop. Pas assez. L'inquiétante banalisation de la violence en France Potemkin. À la lumière des récents faits divers qui sont de moins en moins exposés médiatiquement, on va s'interroger sur notre rapport à la violence, à cette montée de la violence, et si ce n'est pas en train de devenir une normalité. C'est en tout cas la question que va poser notre invitée Célina, qui est de retour parmi nous. Célina aka la Baronne. Bonjour Célina. Bonjour tout le monde, bonjour le podcast Jamais trop pas assez, bonjour Sébastien, bonjour Louis-Marie. Oui, je sais pas si vous avez vu récemment, en fait j'introduis le sujet avec ça, dans la nuit du 27 au 28 mars, la mairie de Fresnes a été complètement saccagée. En fait on a des vidéos, donc je pense que c'est des vidéosurveillance, on voit une trentaine d'individus à ce stade, avant d'en savoir plus on dit juste individus, qui rentrent en fait, qui lancent, je sais même pas comment ils rentrent, ils défoncent les vitres, il y a des trucs, ils lancent des mortiers, alors c'est pas des mortiers type guerre, mais bon quand même c'est des trucs un peu vénères, ils détruisent tout, ils vandalisent aussi des commerces voisins, alors globalement de ce que j'ai compris, il y a un peu plus de 50 000 € de dégâts, dont je suppose que les mecs en cause vont pas payer le quart du début d'un centime, comme d'habitude. Et donc on se rend compte, durant la procédure, l'enquête, qu'en fait ce sont des mineurs. Donc il y a déjà un premier sujet qui est qu'il y a une espèce d'explosion de faits comme ça, où c'est des mineurs qui sont en cause, c'est-à-dire vraiment des violences. Là mon sujet c'est vraiment les violences dans l'espace public, les violences dites urbaines. Et particulièrement j'introduis ce sujet avec le saccage d'une mairie, parce que ça dit beaucoup de choses. C'est pas... un commerce juste pour voler des baskets, les revendre et se faire de l'argent, ce qui est un truc délinquance relativement connu. Là, on s'attaque vraiment à des trucs qui sont censés être des symboles communs. Et donc, la question, c'est de commun, qu'est-ce qu'on a encore, en fait, parce que c'est ça que ça raconte, ces violences. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc d'étrange dans le paysage français. C'est ça, en fait, cette forme d'habituation progressive à ce genre de scène, en fait, qui devrait en réalité être l'exception, elles auraient dû rester exceptionnelles, et en fait, elles s'installent dans notre paysage depuis pas mal d'années, comme une forme des rituels, en fait, qui sont un peu tout le temps là, un peu comme il y a régulièrement des manifs, ou comme il y a régulièrement des embouteillages, vous voyez ce que je veux dire, des phénomènes
presque naturels qui sont là un peu tout le temps et qui apparaissent un peu tout le temps, alors que c'est des phénomènes extrêmement violents. Ça commence avec le plus grand des rituels qui est donc le passage à la nouvelle année, où donc chaque année on a plusieurs centaines de voitures brûlées. Et ça, c'est vraiment l'exemple le plus visible en fait. Chaque année, le chiffre tombe. Il est commenté comme un indicateur routinier. Alors en réalité, ce phénomène, il a rien d'une tradition longue. Il s'installe à partir du milieu-fin des années 90, il explose dans les années 2000, et il devient un marqueur du passage à la nouvelle année, quoi. C'est-à-dire qu'en moins de 30 ans, une pratique déviante, parce qu'il faut dire ce que c'est une pratique déviante, enfin je veux dire s'amuser à cramer pour rien des voitures de gens qui t'ont rien fait, que tu connais même pas, c'est quand même une pratique déviante. Je pense qu'il faut le dire, je pense qu'il faut réaffirmer un certain nombre de jugements sur ce type de comportement, parce que je pense que ça fait aussi partie de l'habituation de ne plus porter de jugement négatif sur ce qui est objectivement déviant. Et donc en moins de 30 ans, cette pratique déviante, elle s'est transformée en quasi-rituel médiatique. On se pose même plus la question de pourquoi ça arrive, on s'indigne même plus du fait que ça arrive. En fait, le ministère de l'Intérieur, dès le 1er janvier, te dit, voilà, cette année, il y a eu tant de bagnoles cramées. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y en ait moins l'année d'après. Tu vois, on en est là, en fait. Ouais, c'est même pas l'objectif. On en a déjà parlé, c'est même pas l'objectif. C'est-à-dire qu'ils se félicitent, cette année, c'est bon, il y a eu 4000 voitures brûlées, comme si c'était... Et puis, les assurances payent. Les assurances sont là pour payer, le PIB augmente. Oui, c'est une bonne nouvelle presque. Non, en fait, c'est ça le problème, c'est que non, quoi, en fait. Et puis, en fait, ce même mécanisme, donc qu'on voit déjà avec ce grand rituel des bagnoles cramées ou non évaluant, il semble être à l'œuvre sur d'autres formes de violence. Donc, il y a une accumulation, une répétition et une banalisation de certains types de violences dans l'espace public. Donc on a des exemples récents, on verra si on peut diffuser quelques vidéos. À Besançon, par exemple, un terrain de football qui est envahi littéralement par des dizaines et des dizaines de ce qu'on pourrait appeler des racailles, avec des projectiles qui sont lancés, des mecs qui sont blessés. Alors on va me dire, ouais, mais c'est le foot. Non, c'est pas le foot d'avoir 200 mecs qui débarquent et qui fracassent la gueule des mecs d'en face qui se retrouvent aux urgences. On va dire, si, c'est un peu le foot. D'accord, ok, c'est le foot. Ensuite, on a Vouziers, une caserne qui a été visée par des tirs. Tout ça, c'est des trucs que je vous lis, c'est les dernières semaines que ça s'est passé. Et j'ai même pas la liste exhaustive. À Reims ou à Dijon, des agressions ultra violentes en pleine rue, dont des règlements de compte entre migrants afghans. À Vénissieux, alors ça c'est génial, personne n'en a parlé alors que c'est quand même hyper grave, la Poste qui est contrainte de suspendre ses tournées. Je sais pas si vous vous rendez compte d'où on en est. À Vénissieux, la Poste est contrainte de suspendre ses tournées. À Lyon, encore des épisodes de violence urbaine régulières, à tel point que c'est récurrent que quand j'ai fait des recherches pour trouver des vidéos, en fait, c'est chaque année, il y en a 14 fois, en fait. Tu vois ? C'est-à-dire que même quand j'étais sur l'année 2022, c'était celle du mois de mars, celle du mois d'octobre, tu sais plus, en fait, tellement c'est tellement devenu récurrent. Tu vois, c'est un peu comme, je sais pas, une douleur, elle est tellement forte qu'au bout d'un moment, tu la sens plus. Tu vois ce que je veux dire ? On a l'impression qu'il y a un peu ce truc-là avec le cerveau. Et alors, cette continuité-là que je suis en train de décrire, elle est pas nouvelle du tout. Alors, il y en a qui pourraient me dire, oui, il y avait les émeutes de 2005. Alors, c'est vrai que déjà, les émeutes de 2005, c'était un climax de ce type de violence, alors qu'on a voulu réécrire, enfin, que la gauche a voulu réécrire en une espèce de révolte sociale. Alors, révolte sociale, que dalle, on sait très bien que c'était pas du tout une révolte sociale. D'autant qu'il y a eu des morts durant ces émeutes dont personne n'a parlé, qui étaient des morts de type, je dirais, tribal, en fait. C'est genre un Jean-Michel ou un Michel ou un Pierre ou je sais pas quoi qui viennent pour réparer un truc, un éclairage ou je sais pas quoi, et en gros les jeunes du quartier qui considèrent que le mec est pas sur son territoire, le gars se fait lyncher à mort. Il y en a eu 2-3 des morts comme ça en fait. Tu vois, on a retenu les mecs qui sont morts de façon accidentelle comme étant les symboles d'une lutte sociale qui avait rien de social, qui avait plutôt des choses de type ethnique ou territorial, mais par contre les mecs qui sont morts volontairement tués pour des raisons territoriales, eux, ils ont été oubliés du récit. Donc ça, je pense que ça dit quelque chose. Mais avant 2005, en fait, les premières grosses émeutes qu'il y a eu
qui ont été médiatisés, je dirais, parce que je pense que ça a commencé dès les années 80, il y a eu des emmerdes dans ces quartiers-là. Mais c'est en 1991, donc j'ai une archive de l'INA que je peux t'envoyer. 1991, en fait, il y a les premières vraies émeutes de banlieue, je dirais, qui sont médiatisées. Il y en a peut-être eu avant, si quelqu'un parmi ton public en trouve avant, je suis preneuse. Moi, c'est les plus anciennes que j'ai trouvées en termes de médiatisation. Oui, en termes de médiatisation, alors, parce que... Ouais. C'est marrant parce qu'on a déjà le pattern qui est là. Donc apparemment il y a un jeune, donc on sait ce que ça veut dire aujourd'hui, un jeune, qui s'embrouille apparemment avec des videurs, enfin des vigiles, pardon, pas des videurs, des vigiles d'un supermarché. Pour quelles raisons ils s'embrouillent, comment démarre l'embrouille, j'ai pas eu tous les détails, mais il se trouve que apparemment un des vigiles était armé, et le jeune se fait tuer. Alors c'est un meurtre, c'est un homicide, le gars il doit être jugé, aller en prison, c'est pas le sujet, tu vois ce que je veux dire, c'est d'où tu tires comme ça, normalement t'es pas censé être armé et tout, ça c'est une chose. Mais ensuite il y a la réaction en fait des jeunes du quartier qui se mettent à faire ce qu'ils font aujourd'hui, caillasser des flics, cramer des voitures. T'as envie de dire mais c'est quoi le rapport entre les voitures de tes voisins et le vigile qui a pété un câble en tuant un jeune, quoi. Tu vois, donc on a l'impression qu'il y a ce réflexe de tu touches à un des nôtres, on crame tout. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce qui s'est passé avec Naël, c'est ce qui s'est passé en 2005. Même quand on touche pas spécialement ou que ce serait éventuellement légitime. Alors à mon avis c'était pas le cas en 91, voilà. Donc là c'était à Sartrouville en 91 et on a déjà tous les éléments du pattern. Donc je suppose qu'à l'époque les gens ont dû se dire ouais, c'est un épiphénomène, etc. On a déjà tous les éléments qui sont là. Il y a les maires voilés dans la rue qui manifestent avec leurs rejetons, évidemment que des garçons, pas des filles, les filles sont pas dehors. Donc si tu veux, t'as déjà tout un puzzle qui a l'air de se dessiner, et je suppose qu'à l'époque, on a regardé ça comme un épiphénomène, un truc très exceptionnel, effectivement, ça aurait dû le rester, mais qui s'est installé en fait, qui s'est développé, qui s'est multiplié, et qui s'est installé comme une espèce de mécanique, une dynamique qui s'arrête jamais. Donc il y a eu 2005, il y a eu les violences de 2007 à Villiers-le-Bel, il y a des tensions récurrentes en fait dans certains quartiers, puis de temps en temps il y a des gros pics, tu vois, comme 2005, 2023. Alors 2023, pour rappel, c'est plus d'une centaine de bâtiments publics attaqués, brûlés, pillés, détruits, des milliers de bagnoles détruites, des scènes de quasi-guerre civile. 1 milliard de dégâts. Plus d'1 milliard de dégâts. Moi j'avais vu des photos à... je sais plus quelle ville c'est, Montargis, je crois, un truc comme ça, enfin bon, c'est genre à 1 heure et quelques de Paris, il y avait carrément une pharmacie qui était effondrée, comme si elle avait été bombardée, en fait. Tu sais, c'est vraiment des scènes de guerre, quoi. Et donc ça, c'est les pics, donc ça, c'est les trucs. Et déjà, je trouve qu'il y a une réaction quasi d'apathie générale face à ce qui ressemble quand même à un truc qui, anthropologiquement, dit quelque chose de extrêmement grave, quoi. Apathie médiatique, tu veux dire? Apathie médiatique, parce que... Non, apathie des gens aussi. Apathie des gens, c'est-à-dire que ce que je pense, c'est que tu vois, sur le moment, les gens, ils sont un peu choqués, etc. Puis on passe vite à autre chose. Alors tu me diras, c'est le cas avec tous les sujets médiatiques, on passe vite à autre chose. Sauf que là, le problème, c'est que c'est quand même des choses auxquelles on s'habitue, qu'on ne discute même plus. Il y a même plus d'étonnement, c'est-à-dire qu'en gros, chaque année, on sait qu'il va y avoir des voitures cramées. S'il se passe un problème dans un quartier, on sait que tout va brûler, que les gamins vont péter un câble, vont agresser des flics, brûler des poubelles, des voitures, péter des bus. Enfin, tu vois, c'est devenu une espèce de scénario auquel on s'est habitué. Et en fait, le truc, c'est qu'on traite beaucoup ce sujet par l'angle de la sécurité, mais moi, je pense qu'on se trompe, en fait, parce que, à mon avis, ce qu'on observe là, c'est qu'on touche à quelque chose de beaucoup plus profond que juste un problème de sécurité. Tu vois, je pense que ça touche à la structure même du lien social. Tu vois, une société, normalement, elle repose sur un tas de normes implicites. Tu vois, ce qui se fait pas, ce qui est pensable, ce qui est impensable. Cramer la voiture de ton voisin parce que t'es hyper pas content, ça se fait pas, en fait. Donc, normalement, ce qui est de l'ordre de ça se fait pas, c'est considéré comme un délit ou un crime. En règle générale, ça reste vraiment de l'ordre de l'exception. Tu vas avoir le crime. Tu vois, à l'époque, on parlait des mérines, des mecs comme ça, tu vois, on en parlait beaucoup, puisque, quelque part, ils étaient exceptionnels, les mecs, tu vois ce que je veux dire? Il y en avait pas 80 000 des mérines, il y en avait un, plus les quelques mafieux avec lui, et encore, certains en plus avaient des formes de code d'honneur, ok, on braque des banques, mais on tue personne, enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc c'était vraiment, c'était de la criminalité, des délits de haut vol, mais voilà, c'était des cas extrêmement exceptionnels, parce que les criminels en général, c'est une toute petite proportion de la société. Là, on n'est même pas là-dedans, quoi. On a une réaction sur le chat, là, je te l'ai dit. Vous êtes totalement soumis et c'est bien si notre jeunesse réagit aux crimes d'État.
Voilà, c'est ce qu'on me dit. Il y a une personne qui me dit, c'est pas général, mais c'est une personne qui dit, juste pour relancer un peu de provoque. J'ai juste en profiter pour faire une remarque. L'expression « jeune de banlieue », c'est toujours la même, mais en 91, les jeunes de banlieue de 91, ils sont adultes. Ils sont grands-parents maintenant. C'est les parents des jeunes de banlieue d'aujourd'hui, en fait. D'ailleurs, il y avait un truc qui avait été noté dans les émeutes de 2023, je crois. Je sais plus où j'avais vu ça, que certains jeunes qui étaient sortis, en fait, leurs parents étaient dans les émeutes de 2025. Mais alors, pour répondre sur les crimes d'État, en fait, j'ai envie de dire, si vous pensez que l'État commet des crimes, très bien, allez exploser Matignon, l'Élysée, si vous voulez, tu vois, mais les bagnoles de tes voisins, c'est quoi le rapport avec des crimes d'État, en fait? Et il est exactement là le problème, c'est que si t'as un problème avec l'État, moi je m'en fous, je veux dire, tu peux essayer d'aller cramer l'Élysée ou Matignon, enfin moi je trouve ça complètement crétin, mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins ça aura du sens, je veux dire, tu t'en prendras au moins à quelque chose qui représente l'État, mais la voiture de ton voisin qui potentiellement gagne pas plus que toi, qui galère autant que toi, c'est juste un truc de fils de pute. Et c'est un truc de fils de pute qui questionne sur le lien social. Parce que moi, si j'ai un problème avec l'État, c'est pas mon voisin que je vais aller cramer, en fait. Si je vais cramer mon voisin, c'est parce que potentiellement, j'ai une façon je suis câblé dans ma tête, comme en ayant strictement rien à foutre des gens qui font pas partie de mon clan. C'est tout ce que ça veut dire, en fait. Quand ton habitude, c'est d'aller cramer les bagnoles de gens que tu connais pas, c'est qu'en gros, les gens que tu connais pas, c'est des gens qui font pas partie de ton clan, dont tu les emmerdes, et t'en as rien à foutre d'eux, en fait. Et ça m'avait déjà perturbé dans les émeutes de 2005, tu vois. Déjà à l'époque, donc il y avait plein de gens qui disaient ouais, les pauvres, c'est les jeunes de quartier qui se rebellent, mais s'ils veulent se rebeller, ils ont qu'à aller péter la gueule aux riches dans le 8e arrondissement. Pourquoi ils crament les bagnoles de leurs voisins? Donc moi déjà à l'époque, je me disais non, c'est pas du tout une révolte sociale, parce que quand c'est une révolte sociale, tu fais comme, je sais pas, tu vois, les agriculteurs, ils vont mettre de la bouse de vache devant des préfectures, des machins, tu vois, ils s'attaquent à des symboles de l'État. Tu vois, cramer les bagnoles de ses voisins, détruire le mobilier urbain qui sert aux gens de ton propre quartier, détruire les commerces qui mettent au chômage technique les gens de ton propre quartier, mais c'est... Ben, tu vois, on n'est pas du tout dans une révolte sociale, on est dans un mix de trucs tribal, nihilistes, enfin c'est complètement délirant, quoi. Et pour moi, ça touche à quelque chose d'anthropologique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la question du lien social, de qui fait partie du nous, qui fait pas partie du nous. Quand on s'en prend à si tu t'en prends à un commissariat, bon, à la limite, il y a le symbole, c'est des flics, tu vois, ok, pourquoi pas. Mais quand les mecs caillassent des pompiers, quand les mecs caillassent des médecins, ils s'en prennent à... Enfin, je veux dire, les pompiers, les médecins, ils viennent sauver des vies. Donc là, t'as l'impression que c'est juste, t'es sur mon territoire, t'es pas de ma tribu, je vais te péter la gueule. Je veux dire, je ne sais pas comment on peut traduire ça autrement. Et ça, en fait, avant, c'était vraiment circonscrit à certains quartiers. Comme je te dis, les premières émeutes, c'est Sartrouville. Bon, après, on a 2005, c'est que des quartiers qui sont concernés. Alors, pour rappel, pour 2005, soi-disant, c'était Zied et Bouna. Alors, au départ, c'est bien ça, le truc. Hein, c'est les deux gamins qui fuient un contrôle de police et qui meurent dans un transfo EDF. Et donc, il y a des premiers échauffourés, mais en fait, je crois que c'est assez circonscrit à quelques quartiers. Et en fait, le moment où ça s'embrase réellement, parce qu'après, je rappelle, ça dure 3 semaines, je sais plus combien de dizaines de quartiers sont concernés, et c'est état d'urgence qui est déclaré. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que durant les premières échauffourées, il y a des CRS en fait qui essayent de venir pour rétablir l'ordre, et il y a des gaz lacrymaux qui sont balancés, notamment un truc à côté d'une mosquée. Et donc là, les gars disent ouais, ils ont essayé de s'en prendre à nos frères, je sais pas quoi, qui étaient en train de prier, ou je sais pas s'il y avait des gens dans la mosquée à ce moment-là, et c'est là que ça s'embrase. Et Gilles Kepel avait parlé de ces émeutes de 2005 comme étant une intifada, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait vraiment toute une lecture de ce qui s'est réellement joué, en tout cas le pattern de fond de ce qui s'est réellement joué, qui a été complètement absent du récit médiatique, et qu'il l'est encore aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, la gauche te sort encore les portraits de Zied et Bouna, tu vois, eux, de toute façon, pour eux, ces jeunes-là, c'est des révoltés sociaux, etc. Je fais non, moi, le point de départ, c'est vraiment cramer des mairies, des écoles et les bagnoles de tes voisins. T'es pas dans une révolte sociale. En fait, là, ou alors si t'es dans une révolte sociale, c'est clairement, tu dis, ici, c'est pas mon pays, les symboles de l'État, les symboles du commun, c'est pas les miens, ce sont des ennemis, ce sont des adversaires, donc je les éclate.
Je ne vois pas quelle autre explication on peut avoir ça. Et tout est comme ça, je veux dire, on va retrouver dans des micro-violences du quotidien, c'est les incivilités dans le métro, ça va être le mec qui se prend un coup de couteau parce qu'il a refusé une clope ou qu'il t'a regardé de travers. Ouais, tu dis que t'as l'impression que t'as affaire, c'est pas juste des mecs qui essayent de te voler ton téléphone pour le revendre, tu dis bon ça potentiellement ça a plus ou moins toujours existé malheureusement, c'est pas juste le criminel de haut vol qui braque des banques parce que voilà c'est la vie qu'il a choisi. Toi t'as l'impression que t'as juste une autre forme, d'autres types de violence en fait sur une espèce de continuum comme ça, de la forme la plus extrême qui sont les violences des émeutes de 2023 au truc le plus anecdotique du mec qui refuse par exemple de couper son haut-parleur dans le RER, tu vois, dans un transport, et qui va te répondre, et c'est ça qui est très intéressant, je suis dans un lieu public, je fais ce que je veux. Et c'est très intéressant. C'est pour ça que je dis que pour moi c'est anthropologique, parce que la question de l'espace public comme étant un espace du commun, un espace politique, c'est un truc anthropologique très européen. Effectivement, il y a d'autres anthropologies où l'espace public, c'est pas l'espace du commun, c'est un espace sans véritable propriétaire. Je veux dire, tu reprends aussi la question des déchets. Il y a des mecs il y a des quartiers où c'est des déchetteries à ciel ouvert, alors que normalement, voilà. Donc il y a aussi, il y a vraiment la question, et juste pour finir sur le truc, la petite incivilité dans le transport, je fais ce que je veux, je suis dans un lieu public. Moi, à chaque fois, je réponds, je fais non. En fait, tu fais ce que tu veux quand t'es dans ta chambre. Dans un lieu public, il y a des règles communes. Mais justement, ce que ça dit, ces petites incivilités qui commencent par ce petit truc du haut-parleur qui a l'air anecdotique, tu vois, tu t'en fous, jusqu'aux émeutes de 2023. Pourtant, pour moi, le même truc sous-jacent, c'est les règles communes, je les reconnais pas. Il y a vraiment, pour moi, ce truc... Tout à fait, je suis d'accord avec toi, qui n'ont pas été en plus éduqués, on les a pas donnés à un moment. C'est-à-dire ça n'a pas été donné par les parents, et même, je pense, ça n'a pas été donné par l'école. Parce que moi, en fait, sans aller jusque dans la violence, je pense que ça commence, tu sais, c'est les gens qui parlent au téléphone, avec t'es à 20 mètres, t'entends toute la conversation, les mecs qui sont dans leur salon, en fait. Limite, tu leur apportes un... Ça touche un peu tout le monde, hein. Je vois, par exemple, à Paris, donc tu vois, c'est plutôt l'environnement bobo, machin, tu sais, il y a le débat, là, sur le pont, où il y a des trucs qui pètent, ou je sais pas quoi. Apparemment, il y a un panneau au début du pont où il y a écrit, il y a un panneau de signalisation où il y a écrit en gros cycliste pied à terre. Sous-entendu, faut pas faire de vélo dessus en fait. Enfin, faut que tu marches pied à terre avec ton vélo à côté jusqu'au bout du pont. Et évidemment, tu vois des vidéos où tu vois toute la journée des vélos qui passent. Et tu vois, c'est un micro détail. Alors après, je pense que l'aspect qui se transforme en violence, c'est autre chose. Mais le dénominateur commun, au-delà de la violence, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était la violence dans l'espace public, les violences urbaines, quoi, le truc auquel on s'est habitué, auquel on n'aurait pas dû s'habituer. Mais il y a effectivement un autre dénominateur commun par ailleurs, qui est le civisme n'existe pas, en fait. Enfin, je veux dire, il y a un panneau, t'en as rien à foutre. Oui, non, mais s'il y a un panneau, il a un sens, en fait, ce panneau, tu vois. Et la propreté aussi, les poubelles, la façon de jeter Moi, je vois des trucs que je voyais pas il y a 20 ans. Il y a des gens qui jettent par leur frigo, comme ça. Ah, par la fenêtre, là, moi, c'est un festival. Hein. Là, moi, je le vois de plus en plus, hein, les gens qui jettent des trucs par la fenêtre. Et des trucs dangereux, en plus, des fois. Hein. Ils n'ont plus rien à péter, quoi. Non, ils sont voilà. Mais je pense qu'à un moment, il y a eu un déficit. Il y a eu une absence il y a un problème culturel. Ça, je pense qu'il y a une façon de gestion de l'espace public et de la propreté qui est chaque culture a la sienne. Bon, ça c'est une chose. Mais il y a eu un moment un déficit. Pour moi, ça vient essentiellement de l'école. Hein. Je pense. Ça peut venir de l'éducation. Ça vient de l'éducation aussi. Moi, je pense que ce qu'on a oublié surtout, c'est la famille. La structure, la première cellule d'une société, c'est la famille. Ce qu'on t'apprend pas en famille, tu l'apprendras potentiellement jamais ou à tes dépens. Une fois que tu seras adulte. Je pense qu'on aime bien accuser tout ce qui vient du haut, tu vois, le pouvoir public, école, institution. Oui, mais en fait, pour moi, c'est très marginal. Il y a le principal de ce que tu apprends à être en tant qu'adulte, tu l'apprends en famille. Il y a un témoignage, je te coupe, il y a un témoignage qui vient justement dans ce sens-là de K Gaming qui dit sur TikTok que je viens d'une cité difficile, j'ai réussi à m'en sortir de cette spirale en étudiant et en étant élevé par mes grands-parents issus de l'immigration.
Voilà. Donc en fait, lui, il me dit, en fait, en gros, il rejoint ce que tu dis. Hein, c'est la famille et aussi. Pour moi, c'est le cadre familial, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, après, on parle d'immigration, pas immigration. C'est vrai qu'il y a une surreprésentation monstrueuse des profils qui foutent la merde dans l'espace public, qui sont des gamins issus de ces immigrations. Pour autant, ça veut dire qu'il y a un pattern qui a l'air un peu plus spécifique aux familles issues de ces immigrations, mais il faut évidemment pas oublier une très très grande partie des familles qui sont bien structurées, qui cadrent bien leurs gamins et qui. Mais ça confirme ce que je dis, c'est que s'il y a vraiment un truc de famille en fait, c'est un truc qui vient de la famille. Je veux dire, si ta famille t'apprend pas à intérioriser les règles communes, donc il y a forcément une différence probablement entre les familles d'immigrés qui disent maintenant la France c'est notre pays et qui apprennent à leurs gosses ou leurs petits-enfants à dire enracine-toi et apprends à vivre dans ce pays comme étant le tien, ici tu es chez toi. Quand tu penses que tu es chez toi, tu détruis pas ton environnement en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi il y a quelque chose de l'ordre de ici on n'est pas vraiment chez nous. Parce qu'ils crament, ils détruisent tout. Alors après, il y en a qui vont dire, bah ouais, mais s'ils avaient pas subi autant de racisme, etc. J'aurais pu être encore d'accord avec eux fin des années 90, début des années 2000. 26 ans après, ce discours n'est plus tenable, en fait. C'est-à-dire qu'on a trop cherché à expliquer ces phénomènes de violence urbaine, de rejet, de toute forme, entre guillemets, d'autorité. C'est pas qu'ils rejettent l'autorité, hein. Ils rejettent pas du tout l'autorité. Quand tu vas avoir des gamins qui ont été un peu violents, qui ensuite se tournent pour certains, vers le salafisme, par exemple. Le salafisme, c'est une version de l'islam très normée, c'est une orthopraxie ultra rigoriste, avec des normes, des règles, un méga cadre. Donc je crois pas du tout que ces gamins-là sont contre l'autorité, contre les règles et contre le cadre. Ils sont contre le tien, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Ils sont contre le tien. Ouais. Et je peux pas accepter que au bout de 25 ans, tu vois, quand tu vois les milliards qui ont été mis dans ces quartiers. Alors après, je veux bien. Oui, il y a effectivement des problèmes de discrimination. Il y a des problèmes probablement avec la police, etc. Mais cela dit, il y a un problème aussi à ne vouloir voir que des facteurs externes. Et ça aussi, pour moi, c'est culturel. C'est jamais de leur faute. Jamais. Il y a des quartiers entiers où c'est la merde. C'est à cause de l'État qui les a abandonnés. Non, je suis désolé, si ça pue la pisse dans ton hall d'immeuble, c'est parce qu'il y a des connards qui pissent dans ton hall d'immeuble. C'est pas l'État. C'est pas l'État qui envoie des gens pisser dans le hall d'immeuble. Si ton ascenseur il marche plus, c'est pas l'État qui est venu pour le casser. S'il y a des mecs qui font des rodéos sauvages en bas de chez toi, c'est pas l'État qui organise les rodéos. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu une habitude aussi qui a été prise de dire non seulement la violence, on n'essaye pas d'expliquer pourquoi on a cette espèce de répétition des mêmes schémas depuis les premières émeutes médiatisées de Sartrouville. Déjà, c'est la première chose. Je rappelle quand même que la sociologie, dont un des pères fondateurs en France est Durkheim, nous explique que quand il y a répétition, il y a fait social. C'est pas une somme de faits divers, c'est un fait social majeur que ces formes de violence dans l'espace public, ces formes de violence urbaine, sur fond, à mon avis, de trucs. On n'aime pas la France, on touche pas à notre tribu, c'est très caricatural ce que je dis, mais je pense qu'il y a un fond de ça, et que effectivement le témoignage que t'as du mec qui dit moi je suis d'origine émigrée, mes grands-parents, je pense que si lui il a bien tourné, c'est parce que sa famille lui a dit ici t'es chez toi. Et tu es français. Alors oui, tu vas peut-être subir des discriminations parce qu'il y a des connards, et ça c'est pas cool, mais en fait, si tu es chez toi, déjà, t'as pas envie de détruire ton environnement. Faudrait quand même Moi, je suis très étonné que personne ne se pose la question. Ils détruisent des symboles du commun, ils détruisent leur environnement, ils cassent la gueule aux gens qui sont pas de leur quartier. Enfin, je suis désolé, à un moment donné, il y a une somme de problèmes anthropologiques. Et je me dis, à force de dire c'est la sécurité, c'est le manque de moyens, je me dis, mais jusqu'à quand, en fait, on va perdre du temps à pas vouloir en parler parce qu'on a peur de stigmatiser. On arrive à la fin et justement, je voulais savoir, en fait, qu'est-ce que tu préconiserais pour mettre une fin à cette spirale? On peut pas solutionner un problème si on pose pas un diagnostic. Ça me paraît la base. C'est pas la peine de dire qu'on a une angine si on a un cancer du foie. Tu soigneras pas le cancer du foie en disant au mec qu'il a une angine. Tu vois, ça va pas marcher. Donc faut pas avoir peur de dire certaines vérités. Je veux dire, on a dit pendant des années la diversité est une richesse. Ça l'est peut-être par certains aspects, mais quand on dit diversité, on dit aussi différence. Donc faudrait peut-être commencer à évaluer le contenu de ces différences, éventuellement. Enfin, je veux dire, a priori, si on est une société multiculturelle, il y a une pluralité de cultures et de différences. Donc il y a des contenus différents dans les cultures. Des fois, il y en a qui sont meilleurs sur certains trucs, d'autres meilleurs sur d'autres trucs. Voilà, donc ça, faut pas avoir peur de le dire. Je sais qu'avec le modèle républicain, c'est
très problématique, mais surtout, déjà en parler, parce que crever l'abcès, ça va faire du bien. Moi, je pense que j'ai longtemps attendu que les mecs de droite essayent d'en parler intelligemment. Bon, eux, ils en parlent comme des... Je suis désolé de le dire, comme des trucs du cul, ils sont nuls. Enfin, tu vois. Pour le coup, je pense que venir de la gauche et d'avoir mis la tête très longtemps dans les sciences sociales et notamment la sociologie, l'anthropologie, ça aide à essayer de comprendre un peu des phénomènes plutôt que de dire des trucs très superficiels et un peu concons, parce que à droite, je suis désolé, moi je les trouve souvent un peu concons, pardon pour eux. Donc je pense qu'il y a déjà dire les choses, faire le vrai diagnostic, peut-être commencer à se poser la question sur la filière notamment du regroupement familial, parce qu'on sait que c'est un des... Enfin, tu vois, il y a des... Voilà, il y a des problèmes dans cette filière-là, il y a des mariages arrangés, des mariages forcés, des trucs chelous. Enfin, je veux dire, quand tu vois lire Maurice Berger, quand il étudie cette hyper-violence des jeunes, il dit que 88% des cas que lui, il étudie sont des jeunes de familles maghrébines, où en général, la mère, soit elle est seule parce que le père il est reparti au bled, ça commence pas super, soit il est là et il lui fracasse la gueule 24h sur 24. Enfin, tu vois, en gros, c'est des gamins qui ont été exposés très très jeunes à de la violence conjugale très très dure. Ça veut pas dire qu'ils terminent tous délinquants, attention. Mais bon, voilà, c'est des... Donc il y a, je pense, que faire un certain nombre de diagnostics au niveau anthropologique, sociologique, psychosocial, culturel. Je veux dire, il y a Maurice Berger, pour comprendre ces phénomènes-là, il a travaillé avec des pédopsychiatres marocains ou algériens ou tunisiens. Dire, eux n'ont pas de, si tu veux, n'ont pas de pudeur de gazelle à dire, bah oui, on sait que c'est des patterns qui existent dans les familles de nos pays, quoi, tu vois. Donc je pense que déjà, éclater la pudeur de gazelle, c'est-à-dire savoir traiter du sujet, et puis savoir traiter du sujet sans tabou, hein, parce que voilà, si on est une grande famille, faut qu'on se dise les cas de vérité. Je pense que c'est aussi un moyen, pour ceux qui sont un peu flippés par ça, de faire reculer certaines velléités de rémigration ou de je sais pas quoi, parce qu'en fait, c'est moins on en parle, plus il y a des chances que ce genre de politique arrive un jour. Faut pas se leurrer, hein. Moins tu parles d'un problème, plus il finit par exploser, et quand il explose, il est 10 fois pire. Donc je pense que c'est aussi un moyen de crever l'abcès, de dégonfler le problème, de se dire on se parle des choses. Tu vois, il y a des problèmes dans tous les sens, on se les dit, donc ça fait 30 ans qu'on nous explique que le problème c'est l'État, le racisme, les discriminations, donc c'est bien de continuer d'en parler, mais ce serait bien de rajouter d'autres éléments en discours, parce que quand il y a des problèmes, ça peut pas être monocausal en fait, hein, tu vois, il y a aussi des facteurs endogènes, faut arrêter de parler des facteurs exogènes, faut parler des facteurs endogènes. Donc pour moi, ce que je recommande, c'est déjà d'en parler, quitte à se faire traiter de raciste ou je sais pas quoi. Moi j'ai l'habitude maintenant. On a quelques commentaires dans ce sens-là sur le. Mais on a des bravos aussi. Il y a des plein de. Je pense qu'il y a plus de gens qui t'encouragent que de gens qui voilà. Mais ça vit. Le chat est en train de vivre. Il y a une bonne vie là sur le chat là. Voilà. Il y a eu. C'est parti d'un coup là. Badaboum. Bon écoute on a. Et puis dernier point, je pense il faut être très adopter des politiques pénales qu'il y a dans d'autres pays d'Europe où il faut être très ferme, très sévère dès la première connerie. Quitte à avoir des peines très courtes, mais directes. C'est-à-dire, plutôt que se dire on lui laisse une deuxième, une huitième, une 200e chance et qu'il ait une condamnation ferme à 15 ans au bout de la 80 millième connerie, plutôt dire, dès la première connerie, il prend 1 an ferme, mais il fait vraiment son année ferme en prison. Tu vois, une peine très courte, mais qu'il est sûr d'avoir. Et Maurice Berger, qui est pédopsychiatre, qui étudie auprès des gamins violents, dit la même chose. Il faut une politique pénale qui fasse mieux comprendre les règles communes. Quand les mecs cassent, faut qu'ils payent. Quand ils font une connerie, faut qu'ils soient punis tout de suite. Voilà, la règle commune doit s'imposer, en fait. Ok, merci Célina. La règle commune doit s'imposer, Louis-Marie. Tu avais quelque chose à rajouter, Louis-Marie ? Non, moi j'écoutais avec tranquille. Moi, c'était le moment de ma pause. Merci Célina. Merci Célina. J'espère que ton dos va aller mieux. C'est atroce, je souffre. Une bouillotte chaude sur le dos. Vous aussi cotisez sur le Tipeee de Jamais Podcast pour payer des antidouleurs à Célina, c'est important. Il y en a qui vont envoyer du cyanure et tout pour que je crève. Je te remercie et puis on se retrouve bientôt à l'antenne en présentiel voilà, pour d'autres sujets. Je vous invite, si vous avez aimé notre émission, à la partager. Merci Célina, on arrive au terme de cette émission, mais avant toute chose, il est temps de retrouver la chronique tant attendue des Losers du Rock de Louis-Marie. De quoi vas-tu nous parler cette semaine, Louis-Marie ? De la Chine. De la Chine. Et j'ai écouté en avant-première cette chronique, elle est exceptionnelle parce qu'il y a vraiment un morceau musical qui m'a beaucoup plu. Donc vous allez pouvoir écouter cette chronique Les Losers du Rock spécial Chine, mais vous allez pouvoir l'écouter uniquement sur les plateformes de podcast qui diffusent ce podcast, car cette émission est d'abord un podcast audio.
Ça se passe sur Deezer, Ocha, Spotify et Apple Podcast, la chronique des losers du rock de Louis-Marie. Et comme disait Serge Gainsbourg, Deezer merde aux dealers. Exactement. C'est jamais trop, pas assez. Voilà, merci Louis-Marie pour ta chronique, 46e chronique des losers du rock. You're welcome. Voilà, c'est le moment de se dire au revoir. On arrive au terme de cette émission qui était fort intéressante, enrichissante. Enrichissante, je ne sais pas. Vous pouvez toujours participer Moi, je trouve, envoyer des dons. Je la trouve sensée, travaillée. On a respecté les horaires, on a commencé à l'heure, on a respecté le tempo. On a respecté la ligne éditoriale. Et on a respecté la ligne éditoriale. Je trouve que, voilà, on est bon. Hein. On est bon, mais c'est aussi grâce à nos spectateurs, nos fidèles spectateurs de TikTok qui ont beaucoup interagi avec nous. Si vous aussi voulez voir cette émission en live dans les conditions dans lesquelles elle est enregistrée, ça se passe sur TikTok, TikTok/JamaisPodcast. Et pour nos spectateurs sur TikTok, si vous voulez voir cette émission montée, ça se passe sur YouTube. C'est pareil, YouTube/JamaisPodcast. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Jamais Trop Pas Assez. Toujours plus nombreux, toujours plus fidèles. Merci à vous. Partagez cette émission. Aidez-nous sur Tipeee. Faites un don. Si vous en avez l'occasion, ce sera fortement apprécié. Nous vous disons à la semaine prochaine et rappelez-vous qu'une opinion n'est pas la vérité.